Les banques à court de liquidité. Que devant les guichets. Je veux l'argent de mon salaire. Voleur. Rendez-moi l'argent de mon livret A. Ce scénario vous semble impossible? À vrai dire, oui. Et pourtant, votre argent, il a bel et bien disparu. Nous allons vous l'expliquer. Posez-vous les questions suivantes. Pourquoi les banques demandent-elles à être renflouées? Pourquoi ont-elles besoin sans cesse de liquidités? Parce qu'elles ne sont plus en mesure de rendre l'argent de tous leurs clients. Et votre argent s'est envolé. Nous allons vous le prouver. Vous êtes client de la banque Saint-Gène. Bonjour, je viens déposer 1000 € sur mon compte. De ces 1000 €, la banque a le droit d'en prêter 980. Comprenez bien que les banques prêtent 98% de tous les dépôts. Ne gardent que 2% en fonds de garantie. La loi. Donc, de mes 1000 €, vous comptez en prêter 980. Bien sûr, justement, votre mairie sollicite un prêt de 1 million pour faire construire un stade par la société Bouygues. Vos 980 € feront partie de ce prêt. Comme Bouygues est à la banque Crochet, c'est chez eux que le million sera transféré. Tout cela me semble bizarre. Si j'ai bien compris, mon argent est maintenant à la banque Crochu. Allons-y. Bonjour monsieur Crochu. Vous venez de recevoir 1 million en liquide. Que comptez-vous en faire? Je vais conserver 2% en fonds de garantie. Quant au reste, 980 000 €, je le prête. Mais cet argent vient d'un prêt. Comment pouvez-vous le reprêter? Vous ne trouvez pas ça risqué? Moi, j'ai reçu du liquide. Donc je fais mon métier, je le prête. Ôtez-moi d'un doute. J'ai déposé 1000 € dans la banque Saint-Gène, dont 980 font partie du million que vous avez reçu. Et 980 000 €, vous allez les prêter. C'est-à-dire que 98% de mon argent a été prêté par la banque Saint-Gène et que vous, banque Crochu, allez en prêter à nouveau 98%, comme si c'était un nouveau dépôt. Oui. Mais mon argent, il est dans quelle banque? Chez vous ou chez Saint-Gène? Quelle importance? Vite, je retourne chez Saint-Gène puisque c'est ma banque. Monsieur Saint-Gène, mon argent, je ne sais plus où il est. Mais si je veux le récupérer en totalité et tout de suite? Ne vous inquiétez pas. L'argent prêté nous revient toujours à l'échéance. Entre-temps, nous puiserons dans nos dépôts et si ça ne suffit pas, nous emprunterons à court terme à une autre banque. Donc, pas de risque. Oui, mais je ne suis pas convaincu. Et si ça marche si bien, pourquoi la crise? Un client de la banque Saint-Gène a des problèmes. Monsieur Saint-Gène, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai été licencié et je ne peux plus rembourser le prêt de ma maison. Pas de problème. Vendez votre maison pour nous rembourser. C'est que, dans la folie immobilière, j'ai acheté de la merde et plus personne n'en veut. Que va-t-il se passer? Allô, ici la banque Saint-Gène. J'ai une défaillance d'un emprunteur. Pourriez-vous me prêter du liquide à court terme? Je regrette. Vous avez prêté d'une façon trop risquée. Je n'ai pas confiance dans votre capacité à récupérer les prêts. Et je ne peux vous aider sans mettre ma propre banque en péril. Face à cette situation, que va faire la banque Saint-Gène? Ça suffit, j'en ai assez vu. Rendez-moi mes 1000 €. Aujourd'hui, je ne peux pas. Repassez plus tard. Avez-vous compris comment l'effet domino commence? La banque a prêté l'argent de ses clients. En contrepartie, elle possède maintenant un actif pourri. Je crois avoir bien compris. Mais rassurez-moi, quand je reçois le chèque de mon salaire, il correspond bien à du cash. C'est vous qui le dites. Certes, votre employeur a, espérons-le, alimenté son compte en banque de l'équivalent des salaires. La seule obligation de la banque, c'est de convertir
petit à petit votre chèque en cash. Entre-temps, qu'a fait la banque de ce cash? Où est-il? Ça, c'est une autre question. J'ai peur. Si la banque fait des placements foireux, si les autres banques n'ont plus confiance en elle et ne veuillent pas lui prêter, or, elle ne pourra pas payer mon salaire. Cher ami, bravo. Vous venez de décrire la crise. Mais moi, mon salaire, je l'ai mérité, je le veux. Qui va le payer? D'après vous? Je ne sais pas. Le gouvernement va bien faire quelque chose. Encore bravo. Mais ne rêvez pas. Le gouvernement ne va pas vous donner à vous directement l'argent que l'on vous doit. Non, il va recapitaliser les banques pour qu'elles puissent vous payer. Mais avec quel argent? Celui de nos impôts? Bravo, bravo, bravo. Vous êtes devenu expert en économie. Mais dans cette crise, que paient les banques? Rien. Seuls les citoyens payent. L'État puise dans nos impôts pour faire croire que notre argent n'a pas disparu. Donc, ces banques ne servent à rien, sauf à pomper notre argent. Bravo. Et là, vous venez de mettre le doigt sur le rôle que l'État n'aurait jamais dû abandonner. Lequel? L'État a abandonné son pouvoir souverain de créer et gérer sa propre monnaie. La Banque de France était le prêteur de l'État à taux zéro. Maintenant, l'État mendie l'argent aux banques privées au taux qu'elles désirent. Comment en est-on arrivé là? Parce qu'un jour, un gouvernement indigne a livré notre pays à l'appétit des banquiers. Comment cela? Le 3 janvier 1973, le gouvernement du président Pompidou, lui-même très lié à la banque Rothschild, a fait voter une loi qui dit, article 25, le trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. Je ne comprends rien à ce texte. Par cette loi, l'État n'a plus le droit de frapper sa propre monnaie. L'État doit emprunter aux banques privées la monnaie que celles-ci créent, comme nous venons de le voir. Mais cette loi est stupide. Pourquoi payer des intérêts alors qu'on peut avoir l'argent à taux zéro? Nos élus sont inconscients. Aux complices. Lisez ce que disait le président des États-Unis, Thomas Jefferson, en 1802. Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Si le peuple américain permet un jour que les banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession, d'abord par l'inflation, ensuite par la récession, jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront sans maison et sans toit sur la terre que leurs parents ont conquise. C'est bien ce qui s'est produit depuis 1973 et qui s'est aggravé en 2007 avec l'article 123 du traité de Lisbonne. La répercussion sur les finances publiques est catastrophique. 1973, avant cette loi, la dette de la France était nulle. Déjà, en 1978, elle s'élevait à 72 milliards d'euros, pour atteindre en 2010 presque 1600 milliards d'euros. Voyez le graphique qui suit. Pouvons-nous continuer ainsi? De cette dette de 1600 milliards, nous payons chaque année des intérêts. Si nous en faisons la somme, depuis 1973, avec nos impôts, nous avons payé plus que la dette. Comment arrêter cela? Exigeons
Premièrement, l'abrogation de la loi de 1973 et son équivalent européen, l'article 123 du traité de Lisbonne de 2007. Annulation pure et simple de la dette, déjà largement remboursée par les intérêts versés. Enfin, la création d'une banque d'État, l'ancienne Banque de France, ayant le droit d'emprunter directement à taux zéro à la BCE pour tout projet décidé par l'État.